Ou je peux licencier celui qui n'a pas amené la grue au bon endroit. Donc c'est bon, j'ai pu insulter une soixantaine de personnes, ça n'a pas été. D'accord, ça n'a pas été, c'est parfait. Donc je disais, les ouvrages que j'ai cités, alors je vais les reciter au cas où ça a été mal pris, Émile Faguet dans le libéralisme 1903 et Alain Perfit dans le mal français 1976, nous ont laissé un peu insatisfaits. Alors le premier évidemment parce que malgré tout c'est bref, et le second parce que même si c'est un gros ouvrage, c'est un ouvrage qui reste assez superficiel, et par surcroît, je dirais un ouvrage qui a des fulgurances, mais parfois pas très argumenté, et également par le fait que tout ce qu'on a pu trouver sur le sujet, ces ouvrages, d'autres ouvrages, des articles, restent des ouvrages assez lacunaires et je dirais unidisciplinaires, ou pas tellement trans ou pluridisciplinaires. Nous avons souhaité faire une enquête extrêmement large, je dirais dans un champ disciplinaire extrêmement important, mobilisant ce qui a pu être mobilisé jusque-là, c'est-à-dire l'histoire générale, la sociologie, l'économie, mais également ce qui n'avait pas été mobilisé, le droit, l'histoire constitutionnelle, entre autres. On a également souhaité utiliser une méthode historique, même si c'est un ouvrage qui n'est pas un ouvrage d'historien, et nous ne réclamons pas du fait d'être historien, même si à titre personnel je suis historien de la pensée et historien de l'histoire constitutionnelle, mais je ne suis pas historien tout court. Je ne suis pas spécialiste d'histoire, pas plus que Mathieu Laine, bien entendu. Nous avons souhaité privilégier le temps long et essayer de montrer que nos travers actuels ne sont pas des travers qui remontent seulement à il y a quelques années. Alors, je dois dire que j'ai pris avec une certaine réserve, là aussi, les ouvrages qui considèrent que le début des mots français remonte à une période extrêmement précise. Alors, bien entendu, pas du tout de manière dirigée ou orientée. Le passage de la lumière aux ténèbres serait 1981, donc ça veut dire qu'avant il n'y avait pas de socialisme en France. 1946, 1948, 1944, 1946, 1948, 1936 au mieux. Voilà. Et on peut dire que les auteurs ne vont pas en deçà. Et en réalité, nous nous sommes allés bien en deçà, plusieurs siècles avant. Donc nous avons privilégié le temps long et nous avons privilégié une méthode pluri- ou transdisciplinaire. L'ouvrage que vous avez ici, qui est un ouvrage qui doit faire 270 pages utiles, hein, il y a une soixantaine de pages de notes, mais 270 pages utiles, je pense relativement aéré malgré tout, parfois un petit peu exigeant, mais c'est un ouvrage qui a été écrit, je dirais, pour l'honnête homme, pas pour des spécialistes, mais en même temps avec une exigence scientifique, mais ce n'est qu'une synthèse. Le manuscrit à la base de cet ouvrage, c'est un manuscrit qui est 3 fois plus important, avec plus de 2000 notes de bas de page, une bibliographie de dizaines de pages, etc. Autrement dit, quelque chose qui est aujourd'hui impubliable compte tenu de la situation des maisons d'édition. Et donc on a effectivement souhaité aussi faire quelque chose que les libéraux ne font pas beaucoup malheureusement, c'est pas qu'ils ne le veuillent pas, mais c'est qu'ils ne le peuvent pas, c'est éditer un ouvrage, faire éditer un ouvrage par un grand éditeur, et pas par un éditeur confidentiel qui vend 15 ouvrages dans l'année, voilà. Quelle que soit la qualité de l'ouvrage. Parce qu'on sait très bien qu'il y a de très mauvais ouvrages qui sont publiés par de très grandes maisons. C'est ainsi, mais c'est là aussi la situation du libéralisme en France. Et puis, encore une fois, je suis désolé de ce long exorde, mais je pense qu'il était nécessaire, on s'est demandé pour quelles raisons. Ça n'est pas un constat agréable à faire, mais c'est un constat qu'on doit faire. Pour quelles raisons, tout simplement, les libéraux ont échoué ces dernières années. Pour quelles raisons, peut-être aussi, même si ça n'est pas vraiment traité dans l'ouvrage, mais il est traité dans le manuscrit, pour quelles raisons on n'a pas de grands auteurs libéraux en France, en réalité, depuis le milieu du XIXe siècle. Je ne dis pas qu'il n'y a pas eu de bons auteurs, mais on n'a pas de grands auteurs depuis très longtemps en France. Et non seulement on n'a pas la qualité, mais en plus on n'a pas la quantité. Peut-être que parce qu'on n'a pas la quantité, on n'a pas la qualité. C'est plus facile
dans ce sens-là. Alors, l'ouvrage tel qu'il est publié, c'est un ouvrage qui comprend 10 chapitres, il y en a plus à vrai dire dans le manuscrit, mais certaines choses n'ont pas été mises dans cet ouvrage, je le regrette d'ailleurs, mais je n'en traiterai pas devant vous, et ça fera l'objet sans doute de publications relativement rapides de ma part. Donc, je vous les cite. Qu'est-ce que c'est que le mal français selon nous ? On a pu traiter de la centralisation, de l'interventionnisme, du protectionnisme, des dépenses publiques et de la fiscalité, des libertés, des droits et libertés, de caractéristiques françaises par rapport à des pays proches intellectuellement, à savoir l'Angleterre et les États-Unis, de la question du catholicisme, d'une question aussi très importante en France, l'envie, et je dirais ce que j'appellerais, avec un vieux terme, le fonctionnarisme français. Alors je vais essayer de reprendre de manière extrêmement ramassée, il me reste, on va dire, 20 minutes, la substantifique moelle de ces 10 chapitres, et de faire une petite synthèse extrêmement rapide. Vous verrez que sur certains points, nous ne sommes pas originaux. Certaines de nos analyses ne sont pas originales, effectivement, tout simplement parce qu'elles ont été faites, parfois très brillamment, parfois par des auteurs libéraux déjà, parfois par d'autres auteurs. Mais ce qui nous a importé, c'est le fait de ramasser ces éléments parfois épars et d'essayer de construire quelque chose de cohérent. Alors d'abord la centralisation, je dirais que sur ce point on est très proche des analyses d'Alain Perfit. De manière, je dirais, plus profonde, on est très proche des analyses d'Alexis de Tocqueville, donc Perfit a été lui-même très inspiré par Tocqueville, et notamment par cet ouvrage parcellaire, puisque seul le premier volume a paru malheureusement, cet ouvrage de 1859 de Tocqueville, l'Ancien Régime et la Révolution, un ouvrage tout à fait remarquable à l'époque et qui le reste aujourd'hui. Je dirais qu'il n'a pas épuisé son mystère, Tocqueville démontrant non pas que la Révolution française a été une rupture, mais qu'elle a été une continuité avec l'Ancien Régime. Alors, Tocqueville, évidemment, comme tout auteur novateur, a un petit peu forcé le trait et a un petit peu forcé la centralisation qui pouvait exister sous l'Ancien Régime. La centralisation, c'était plus une volonté qu'une réalité sous l'Ancien Régime, parce qu'on sait que les libertés locales demeuraient, malgré tout, très encadrées, mais elles demeuraient. Les États provinciaux n'étaient pas un vain mot, il fallait véritablement compter avec ces derniers. Et il y avait de nombreux contre-pouvoirs, malgré tout, sous l'Ancien Régime. Néanmoins, cette volonté centralisatrice, elle existe depuis l'origine de la monarchie, et il y a eu véritablement un absolutisme de la monarchie française, mais qui a commencé véritablement avec Louis XIV. C'est toutefois la Révolution française et surtout la période du Premier Empire qui ont lancé la centralisation à la française que nous connaissons jusqu'à aujourd'hui, puisque nous avons été dans l'incapacité la plus totale, malgré d'ailleurs la volonté des auteurs libéraux depuis le XIXe siècle, de décentraliser la France. Je ne parle même pas de régime fédéral, il n'en est même pas question, mais de décentraliser la France. Il y a une expression que j'aime beaucoup, que j'utilise à chaque fois, je vais radoter si vous avez vu certaines de mes vidéos ou certaines de mes interventions de ces nombreuses dernières années. C'est une phrase du doyen Vedel qui disait en France, on a même décentralisé de manière centralisée. Ce qui est parfaitement exact. C'est-à-dire qu'on est absolument incapable de décentraliser de manière profonde, et je ne vous parle même pas de ce que pourrait être un fédéralisme fiscal, etc. etc. Donc, cette centralisation n'est pas très originale dans ce chapitre-là, mais il faut le rappeler, et il faut rappeler aussi à la base que la France a une particularité par rapport à beaucoup de pays voisins, c'est que la France a été un État, et que cet État a construit la nation française. C'est une spécificité française, pas par rapport à tous les pays, mais par rapport à beaucoup de pays. Une spécificité d'ailleurs qui n'est pas totalement négative, parce que ça évite quand même un certain nombre de mouvements, je dirais, sécessionnistes, qui ne sont pas forcément des mouvements
qui sont positifs. Je ne dis pas qu'ils sont négatifs, hein, mais je dis qu'ils ne sont pas forcément positifs. Mais c'est une idée qui recèle de très nombreux dangers, parce que le fait que l'État ait construit cette nation fait partie aussi de l'antilibéralisme français. Dans le second chapitre, l'interventionnisme, nous avons voulu montrer qu'en réalité, aussi loin qu'on puisse remonter, la France a toujours été interventionniste. Donc, je crois que l'un des apports essentiels de cet ouvrage, c'est l'idée selon laquelle il faut complètement reconfigurer notre notion de l'État et également notre notion de certains hommes ou de certains grands hommes, l'expression que Bastiat, par exemple, ne pouvait pas supporter, et à juste titre. Autrement dit, nous revenons sur un certain nombre de personnages qui ont fait la France, du type Richelieu, Colbert, Louis XIV, Napoléon, pour montrer que très souvent ces personnages ont été de véritables désastres pour notre pays, disons-le franchement. C'est aussi l'un des apports de cet ouvrage, je le disais, que de démontrer qu'en réalité, l'État-providence n'a pas succédé à l'État gendarme, comme nous l'avons tous appris et lu. L'État gendarme n'a jamais existé en France. Jamais. Nous avons toujours été un État interventionniste. Alors, c'est vrai que notre État-providence actuel, peu importe le nom qu'on lui accole, est un État beaucoup plus étendu qu'il y a un certain nombre de décennies, et a fortiori de siècles. Néanmoins, nous avons pu constater que l'État royal, depuis le Moyen-Âge, est un État interventionniste qui a essayé au maximum d'intervenir dans la chose économique. Alors, je sais bien qu'il y avait parfois des raisons religieuses extrêmement impérieuses à l'époque, mais c'est ainsi, et ça ne s'est pas toujours passé comme cela dans d'autres pays, comme je vous le dirai dans un instant. Le troisième élément, c'est la question du protectionnisme. Alors, la France n'est pas un pays protectionniste. Ce n'est pas un pays qui a toujours été protectionniste sur tous les plans, mais c'est un pays qui a été fortement protectionniste. Il a été moins que d'autres, presque jusqu'au milieu du XIXe siècle, en tout cas jusqu'au début du XIXe siècle. La France a par exemple été un État beaucoup moins protectionniste que l'Angleterre, ce qui surprendra peut-être beaucoup d'entre vous, puisqu'on fait de l'Angleterre le parangon du pays libéral, certainement pas. Ce qu'il faut savoir là aussi, c'est qu'en réalité, en gros, selon les historiens, la France, comme la plupart des pays, n'a pas été un pays protectionniste jusqu'au XVIe siècle. Non pas parce que les rois n'aient pas voulu que la France ne fût pas un État protectionniste, mais tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les moyens, en tout état de cause, de faire respecter le protectionnisme. C'est pas plus compliqué que cela. Ils n'avaient pas les moyens de mettre des douaniers dans tous les sens. Et d'ailleurs, lorsque l'administration des douanes s'est développée progressivement, on sait très bien que la contrebande a été extrêmement puissante, qu'elle a permis d'ailleurs aux gens d'échanger des marchandises et d'acheter des marchandises et d'améliorer leur quotidien bien souvent. Néanmoins, ce protectionnisme en France, il a été pesant. Il a été pesant, je dirais, dans l'industrie depuis toujours. Dans la matière agricole, c'était beaucoup plus compliqué. Le gros problème français, ça a été le problème de la circulation des marchandises, et notamment la circulation des grains. Nous ne traitons malheureusement pas dans cet ouvrage, mais c'est traité en détail dans le manuscrit, de la tentative remarquable qui a été faite par Turgot de briser je dirais, cet interventionnisme intérieur et ces douanes intérieures françaises. Disons les choses franchement, et là aussi c'est l'échec qu'on doit constater des libéraux français, c'est-à-dire que le seul moment certainement où un libéral a été au pouvoir en France, c'est-à-dire Turgot entre 1774 et 1776, s'est conclu par un échec, je dirais par un vibrant échec de Turgot, même si on peut discuter de cette appréciation, je dirais au moins à moyen terme, puisque certains ont dit que si Turgot avait échoué à court terme, il avait quand même triomphé dans les années ou les décennies
qui ont suivi à certains égards. La position de la France sur le plan international a beaucoup varié suivant les époques. Je dirais que à chaque fois que nous avons eu un moment, notamment où nous avons essayé de libéraliser les échanges, notamment avec, évidemment, notre plus grand ennemi, l'Angleterre, ben, les choses se sont mal passées. Les circonstances ont fait que ça s'est mal passé, que parfois d'ailleurs les Anglais voulaient moins libéraliser que nous. Quoi qu'il en soit, nous sommes restés un régime protectionniste, plus ou moins, jusqu'en réalité jusqu'au Second Empire, où les choses ont changé. Alors là aussi, on revient sur beaucoup d'idées reçues. On nous dit que sous le Second Empire, un traité de libre-échange a été conclu en 1860, ce qui est faux. Il n'y a jamais eu de traité de libre-échange, c'est un traité de commerce avec l'Angleterre, qui a abouti effectivement à une libéralisation des échanges, mais assez encadrée sur le plan industriel, beaucoup plus profonde sur le plan agricole. Et là aussi, on revient, mais j'avais fait des publications aussi en parallèle, on revient sur cette idée selon laquelle la France serait redevenue très protectionniste à la fin du XIXe siècle avec le célèbre tarif Méline. Alors en réalité, les choses sont beaucoup plus modérées que cela. Le tarif Méline n'est pas aussi important qu'on l'a dit. Le retour du protectionnisme n'a pas été aussi important. Et d'ailleurs, s'il n'a pas été aussi important, c'est que la libéralisation n'a pas été aussi poussée qu'on veut bien le dire avant. Néanmoins, ce qui est nouveau avec Méline, donc on est sur le tarif du début des années 1890, c'est que le protectionnisme agricole fait son retour et que pour la première fois dans l'histoire de France, le protectionnisme agricole est plus important que le protectionnisme industriel. C'est ça la véritable nouveauté. Quoi qu'il en soit, quand on sait que l'Angleterre, dans la deuxième moitié du 19e siècle, a des droits de douane qui sont à zéro, j'ai bien dit zéro, c'est-à-dire que l'Angleterre est un pays totalement libre-échangiste entre, on va dire, le milieu du 19e siècle et 1914, bien la France fait partie des pays relativement protectionnistes. Il y a pire que nous, mais il y a aussi mieux que nous. J'avance dans l'ouvrage très rapidement sur la question des libertés. Disons que la France n'a pas été un pays à la pointe de la protection des droits et libertés, je dirais, jusqu'à aujourd'hui, là encore. Nous avons une grande tradition, notamment en droit pénal, d'un respect très évanescent des libertés. L'habeas corpus n'a jamais véritablement existé en France jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, aujourd'hui, l'habeas corpus est beaucoup plus respecté qu'il y a quelques siècles. Néanmoins, nous sommes très en retard sur, on peut dire, l'essentiel des pays anglo-saxons. Je ne rentre pas dans le détail sur les autres points, mais disons notamment, parce que c'est quand même un point qui retient l'attention des libéraux, que le droit de propriété n'a jamais été respecté de manière convenable en France jusqu'à aujourd'hui, et ça ne s'est pas arrangé d'ailleurs ces dernières années. Et là encore, ce n'est pas nouveau. Nous n'avons jamais respecté la propriété en France. En tout cas, celle d'autrui, évidemment, la sienne, on l'a toujours respectée, mais celle des autres, non. Nous nous intéressons ensuite à deux pays par, je dirais, droit comparé, mais plus que droit comparé, c'est-à-dire l'Angleterre et les États-Unis. Qu'est-ce qui nous rend spécifiques par rapport à ces pays ? Alors très rapidement, pour ce qui concerne l'Angleterre, le fait que cette dernière n'ait jamais connu l'absolutisme. Alors bien sûr, il y a eu quelques poussées absolutistes en Angleterre, mais ça s'est calmé quand même assez rapidement, parfois d'ailleurs de manière assez violente, mais en réalité, il n'y a pas eu l'équivalent de l'absolutisme monarchique à la Louis XIV en Angleterre. Parce que soit le roi a été décapité assez rapidement, soit après une dictature, on a changé de roi de manière plus ou moins pacifique, et les choses se sont ainsi passées. En France, ça ne s'est pas passé comme ça, je ne vous l'apprendrai pas. Par surcroît, nous n'avons jamais eu en France, d'ailleurs jusqu'à aujourd'hui, l'équivalent des institutions anglaises, et notamment du parlementarisme anglais. Alors, bien sûr, vous le savez, nous avons eu des parlements en France, mais les parlements faisaient partie du pouvoir judiciaire, un pouvoir d'ailleurs de blocage, et un pouvoir de blocage pour des intérêts parfois assez sordides, et certainement pas pour la progression des libertés. En Angleterre, il y a un parlementarisme qui existe, qui s'est construit doucement,
à partir du XIIIe siècle. Cela n'existe pas en France. Évidemment aussi, nous traitons de la question du droit. Alors, il y a une tradition anglo-saxonne de droit de common law, qu'on ne doit pas non plus magnifier de manière excessive, mais on le sait, qui donne beaucoup plus d'ampleur aux juges que la tradition dite romano-germaniste, et qui est particulièrement la tradition française. On sait aussi que dans les classements internationaux, si nous sommes très mal positionnés pour ce qui concerne le respect de la propriété, nous sommes aussi très mal positionnés en tant que parangons de la tradition romano-germaniste, et on considère dans les classements internationaux que la France fait partie des pays qui ne protègent pas véritablement la liberté des affaires, en tout cas comme elle le devrait. Pour ce qui concerne les États-Unis, il s'agit d'un chapitre purement institutionnel, et là aussi je pense que nous apportons des choses très importantes. Nous n'avons pas en France, et nous n'avons jamais eu l'équivalent du constitutionnalisme américain. Nous n'avons d'ailleurs aucun respect de la chose constitutionnelle en France, qui est considérée comme une matière politique, alors qu'aux États-Unis, on a toujours eu un respect de la Constitution, qui est considérée comme une chose sacrée, mais surtout, et je crois que c'est ça notre apport, c'est de bien démontrer que les États-Unis, avec quelques ajouts, sont un des très rares pays au monde dans lesquels la Constitution est globalement la même depuis la fin du XVIIIe siècle. Or, à la fin du XVIIIe siècle, il n'y avait pas de socialisme, en tout cas de socialisme construit. Il n'y a pas l'équivalent aux États-Unis de ce qui se trouve dans notre Constitution, à savoir le fait que nous sommes une république sociale, je vous le rappelle. Alors, république sociale, ça ne veut pas dire république socialiste. Et effectivement, il serait impossible de transformer véritablement notre régime constitutionnel en régime socialiste ou purement socialiste en France. Je vous parle des textes, mais république sociale, ça ne veut pas dire république libérale aussi, vous l'avez compris. Ça ne se trouve pas aux États-Unis parce que les élucubrations ultérieures qu'on peut retrouver dans beaucoup de constitutions, même de constitutions que certains libéraux ont pu louer, ne se trouvent pas dans la constitution américaine, évidemment parce que de toute façon personne ne pensait ainsi à l'époque. La question du catholicisme est une question beaucoup plus large que celle-là, qui est la question du gallicanisme. Je vous citais tout à l'heure ces auteurs, Faguet, Perfit, qui sont deux auteurs qui ont regretté que la France n'ait pas été protestante plutôt que catholique, avec des analyses d'ailleurs assez superficielles de Perfit sur ce point, et notamment une analyse fausse tout simplement de la pensée de Max Weber, mais je ne rentre pas dans ces détails. Ce qui a posé problème, certainement plus que le catholicisme, même si on peut se poser la question, c'est la question du gallicanisme. Autrement dit, de cette tradition très particulière et typiquement française d'interprétation du catholicisme et du pouvoir du pape en France. Autrement dit, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont. Le gallicanisme s'est construit depuis le Moyen-Âge en France, autrement dit, la conception selon laquelle il devait y avoir une spécificité de l'Église française, je rappelle quand même que la France est la fille aînée de l'Église, et une indépendance qui devait exister, une certaine indépendance par rapport au pape. Malheureusement, je ne discute pas du fond du mouvement, mais malheureusement, à force d'avoir voulu éviter le pouvoir du pape, on est tombé dans la protection du roi de France, qui en a profité pour mettre la main mise sur l'Église. Ça, c'est un premier problème. Le second problème, qui a été relevé d'ailleurs par beaucoup de libéraux, je pensais notamment à Baccalauréat et socialisme par Bastiat, c'est que l'Église avait le monopole, on peut dire le monopole, de l'éducation en France. Et les auteurs libéraux, très souvent, ont pu mettre en cause le fait que cette éducation était une éducation qui favorisait la hiérarchie, ne serait-ce que déjà parce qu'on a pu dire qu'il y avait un parallèle à établir entre la façon dont la France était gouvernée et la façon dont l'Église était gouvernée, autrement dit par un pouvoir hiérarchique qui remontait à une seule personne, mais également le fait que les autorités de l'Église avaient acclimaté les Français à se soumettre au pouvoir, quel qu'il soit, je veux dire au pouvoir français, qui par définition était légitime sans qu'on en discute. Alors,
La question de savoir s'il est regrettable que la France soit protestante plutôt que catholique m'apparaît une question sans aucun intérêt, dans la mesure où la France est catholique et c'est ainsi. Je pense que sur le plan culinaire, c'est plutôt une bonne chose. Mais en dehors de la gastronomie, en tout cas depuis le milieu du XIXe siècle, la question est de savoir si effectivement le catholicisme a été un point positif ou pas dans le développement de la France. Et vous savez qu'il y a énormément de thèses qui ont été développées sur ce point. Est-ce que le protestantisme ne serait pas plus favorable au développement économique que le catholicisme, etc. Je ne rentre pas dans les détails sur ce point. Se pose également le problème, là non pas du gallicanisme, mais de l'influence des papes en France. Et il se trouve, il faut reconnaître les choses telles qu'elles sont, qu'il y a eu quand même un certain nombre de papes particulièrement antilibéraux jusqu'à Léon XIII, je veux dire avant Léon XIII. En tout cas des personnes qui peut-être d'ailleurs étaient relativement libérales dans leur exercice avant de devenir pape et qui ont un petit peu tourné Kazakh au moment où elles le sont devenues. Et c'est la raison pour laquelle il y a eu ce mouvement aussi du catholicisme libéral, et nous expliquons bien qu'il ne faut pas confondre le catholicisme libéral et le libéralisme catholique, qui sont deux choses bien différentes. L'avant-dernier chapitre, c'est la question de l'envie. Alors, je vais vous raconter une petite anecdote que j'aime beaucoup, qui ne se trouve pas dans l'ouvrage, d'un auteur, dans un ouvrage, je dirais, plaisant, qui compare la France et les États-Unis pour bien montrer l'esprit français. Cet auteur disait ceci, lorsque vous avez un Américain qui regarde un milliardaire dans une limousine avec un gros cigare et avec un chauffeur dans cette limousine, il se demande comment il va pouvoir faire pour un jour se trouver dans la même situation, et il espère qu'il va se trouver dans la même situation. Lorsque vous avez un Français qui regarde la même scène, il se demande immédiatement comment il va réussir à faire descendre le milliardaire de sa voiture. La question de l'envie, c'est une vieille question française. Là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ce n'est pas forcément très original ce qu'on développe. Le rapport particulier à l'argent, mais on peut faire un rapport aussi avec le catholicisme. C'est vrai qu'il y a une certaine bourgeoisie catholique qui a parfois des difficultés avec l'argent, considéré comme sale, en tout cas l'argent des autres, considéré comme sale. Et également cette obsession des inégalités sociales, où on nous répète en permanence que les inégalités s'aggravent dans le monde. Je prendrai juste une phrase parmi d'autres, mais qui aurait pu être prononcée ce matin. Charles Péguy, donc l'écrivain socialiste, écrit en 1913, je cite, « Nous vivons dans la plus monstrueuse inégalité économique que l'on ait jamais vue dans l'histoire du monde. » Donc, ces questions d'inégalité restent extrêmement prégnantes. On peut le constater tous les jours, je pense que ça se passe de commentaires sur ce point. On a aussi, je crois que c'est aussi un des apports de l'ouvrage, on ne dit pas aussi qu'on a été très originaux par rapport à certains auteurs, mais disons que je pense qu'on a eu le courage de le dire, c'est qu'on a traité de la question dite du paupérisme. Autrement dit, cette question sociale, selon laquelle lorsque l'immonde capitalisme est arrivé et a régné, notamment en France au XIXe siècle, eh bien, il a appauvri les masses populaires, qui heureusement ont été sauvés par les syndicalistes et les socialistes progressivement au cours du XIXe siècle. Donc nous démontrons sans grande difficulté, je crois, qu'il s'agit d'un mythe pur et simple, non pas que nous défendions forcément le capitalisme du début du XIXe siècle ou du milieu du XIXe siècle, car il n'est pas forcément libéral, mais en démontrant tout simplement que les mouvements de libéralisation ont permis de sortir de la misère un nombre considérable de personnes, et de manière quand même relativement rapide, et que peut-être que la situation du paysan sous Louis XIV, contrairement à ce que pensait Engels dans un ouvrage du début des années 1840, n'était peut-être pas une situation extraordinaire. Engels fait référence de manière très bucolique à la situation des paysans anglais avant la révolution industrielle, qui est un terme
enfin, expression elle-même d'ailleurs assez contestable, en tout cas la révolution industrielle de la deuxième moitié du XVIIIe siècle et du début du XIXe, en réalité ces paysans dans un monde bucolique étaient tout simplement en train de crever de faim la bouche ouverte avant que les industries réussissent à se développer. Et donc nous reprenons notamment ce que pouvait en penser un auteur français des années 1840, et il y a eu de nombreux rapports qui ont été faits et qui ont démontré effectivement globalement l'amélioration de la condition ouvrière. Je dis bien globalement, ça n'a pas été le cas partout pour différentes raisons, mais globalement. Et puis le dernier chapitre concerne le réflexe fonctionnaire que je voudrais mettre en lien. J'ai un petit peu dépassé, Monsieur le Président, le temps qui m'était imparti, mais j'ai presque terminé. Le réflexe fonctionnaire, le fonctionnarisme en France. Donc là aussi, on est extrêmement surpris lorsque l'on se dit qu'il y a environ 5 500 000 fonctionnaires en France, 7 millions au sens large, mais ce n'est pas nouveau, là encore. La France a toujours été un pays suradministré et avec un nombre considérable de fonctionnaires, de la même manière que c'est un pays qui est aujourd'hui, on le sait, champion du monde des prélèvements obligatoires d'une part et des prélèvements sociaux d'autre part, mais ça a toujours été le cas. Nous avons toujours été premiers ou parmi les premiers. Nous pouvons remonter au Moyen-Âge, regarder ce que disent les historiens, comme Pierre Chenu ou d'autres. Nous sommes déjà champions d'Europe des prélèvements obligatoires au Moyen-Âge, ça n'a pas changé. Et même lorsqu'on se souvient de la situation qui était celle des années 1960, qu'on aimerait bien retrouver aujourd'hui, lorsqu'on nous dit, mais voyez, nous étions à 35% de prélèvements obligatoires par rapport au produit intérieur brut, mais nous sommes à cette époque très largement au-delà de la moyenne de l'OCDE. Déjà à l'époque, on est en gros 7 points au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Donc ça n'est pas nouveau, nous sommes déjà très largement au-delà de cette moyenne européenne et mondiale des pays civilisés sous la 4e République, mais encore une fois, on peut remonter extrêmement loin dans l'histoire. Donc il ne faut pas effectivement se leurrer. Et pour prendre un auteur parmi d'autres, en 1461, sous Louis XI, nous avons déjà la plus grande fonction publique en Europe. Alors ça ne s'appelait pas fonction publique à l'époque, mais c'est la réalité des choses. Alors, je voudrais dire pour conclure que je le disais tout à l'heure, j'ai utilisé ce terme d'originalité. Certaines de nos analyses ne sont pas originales, mais on s'est demandé s'il existait effectivement une spécificité française et ce qui expliquait la raison pour laquelle les libéraux ont constamment échoué à réformer l'État jusqu'à nos jours. Et même si ce point n'est pas traité dans l'ouvrage, pourquoi aussi nous avons échoué dans les années 1980 à rénover véritablement l'État français. Je crois qu'il n'y a pas d'explication unidimensionnelle. L'objet de l'ouvrage a été de montrer qu'il y a un faisceau de facteurs. Et ce qui fait la spécificité de la France, ce n'est pas le fait que nous ayons une caractéristique particulière. Ça n'est pas le fait que nous soyons envieux. L'envie existe partout et elle existe au cœur de chaque homme. Ça n'est pas le fait que nous soyons protectionnistes. L'Angleterre l'a été plus que nous pendant l'essentiel de son histoire. C'est le fait que nous réussissions l'exploit de cumuler des handicaps. Et que effectivement, quand on a cet ensemble de facteurs, eh bien, nous ayons jusqu'à aujourd'hui des difficultés absolument considérables à nous déprendre de ces caractéristiques qui sont tout simplement des défauts. Je vous remercie. Je vous remercie infiniment. Donc, ça nous laisse largement le temps de débattre, mais je vais user de mon droit de commencer. Chacun aura compris que, comme je l'annonçais, c'est un livre qui est nuancé dans beaucoup de ses approches et qui aussi inverse parfois la charge de la preuve. Nous avons eu des exemples qui sont passés là trop rapidement. Quand vous citez les rapports sur le paupérisme, évidemment, c'est Villermé que vous réhabilitez, car au fond, on a toujours appris que Villermé était à la base de la légende noire du capitalisme, ou pour d'autres d'ailleurs, de la description réelle de l'état apocalyptique de la
classe ouvrière sous la Restauration. Et vous montrez qu'en fait, son rapport est bien différent. Comme vous avez cité Jacques Chevalier et le traité de commerce, dont vous montrez qu'il n'est pas la rupture de Michel Chevalier, pardon. Michel Chevalier, pardon. Qu'il n'est pas la rupture annoncée, et que Méline, peut-être pas non plus tout à fait une rupture protectionniste, puisque effectivement il y a tout un héritage. Moi j'aurais souhaité, puisque vous avez commencé par... D'abord, il y a un nom que vous n'avez pas cité, c'est pourtant que vous avez le même éditeur, c'est le général de Gaulle, hein, quand même. Donc je félicite que vous ayez choisi un auteur que vous traitez quand même dans le livre. Non, puisque vous avez commencé par évoquer un peu l'atelier du livre et nous signaler qu'il y a trois fois plus de matière, savoir, si vous pouvez nous le dire, un petit peu comment s'est répartie l'écriture du livre entre vous et Mathieu Laine, et puis comment alors le choix s'est fait, certes douloureux, ça vous l'avez dit, mais est-ce que c'est l'éditeur qui finalement a choisi, est-ce que c'est vous, enfin comment ça s'est passé très, très rapidement, mais enfin, je pense que c'est intéressant. Alors, c'est un ouvrage, encore une fois, qui a été pensé par Mathieu Laine et moi-même depuis le départ. Plus exactement, c'est une idée originale de Mathieu Laine, de savoir si effectivement on pouvait ou on ne pouvait pas traiter de cette matière. Ensuite, on a construit un plan, en réalité, après une recherche, mais on a construit un plan, et de manière assez étrange, ce plan est resté identique entre le début de la recherche et la fin de la recherche. Alors peut-être que le plan était mauvais, mais on a gardé le même mauvais plan. Ce qui veut dire qu'en réalité, on n'a pas trouvé d'autre chose par rapport à cela. Ensuite, pour ce qui concerne la façon dont l'édition a été faite, il s'agit vraiment d'une synthèse de 10 des 12 chapitres. Alors ensuite, il y a 2 chapitres qui ont sauté plus ou moins totalement. Alors, il y en a un chapitre, je ne le traiterai pas parce que j'aime pas traiter de ce qui n'a pas été publié et ce qui va faire l'objet sans doute d'un prochain ouvrage de ma part. Et il y a un chapitre qui a été repris en partie dans la conclusion. Voilà. Mais il y a des choses qui ne s'y trouvent pas, je le regrette. Mais c'est comme ça. Il y a aussi effectivement un problème de page. C'est que Plon est un grand éditeur. Alain Perfit a publié un ouvrage, mais on était dans les années 70. Et évidemment, il avait une longue carrière ministérielle derrière lui et devant lui. Et on pouvait à l'époque publier des ouvrages de 600 pages. Aujourd'hui, ça devient très compliqué. Voilà. Il y a cette difficulté. Alors, juste pour introduire le débat, on a donc très très bien compris votre thèse. Personnellement, je pense que dans les nuances que vous apportez, il y a quand même un moment que vous traitez de façon un peu rude, c'est, que vous avez évoqué tout à l'heure, c'est la période de la Troisième République, la première Troisième République, que vous dites explicitement jacobine et centralisatrice, et personne ne pourrait le contester, mais néanmoins, peut-être qu'il n'y a jamais eu d'État gendarme, mais enfin, c'est quand même la période 1900 où la France invente l'automobile, l'aviation, le cinéma. C'est le phare du monde au point de vue culturel. Il n'y a pas de ministère, il y a un sous-secrétariat d'État aux Beaux-Arts, point final. Quand même, il y a bien eu, malgré tout, des moments libéraux en France, quoi que vous en ayez. Je ne crois pas. Alors, quand on parle du début de la Troisième République, on parle déjà des grandes lois libérales. Oui. Du début de la Troisième République, qui nous régissent encore d'ailleurs pour certaines. Donc évidemment, par rapport à la période précédente, ça pouvait être considéré comme un progrès, voire un grand progrès, puisque on a eu notamment le fait de l'extension de la liberté de réunion. Ça avait déjà commencé, il y a eu quand même une libéralisation à la fin du Second Empire. On a eu bien sûr le terme qui est la loi sur les associations, qui nous régit encore. On a bien entendu la loi sur la liberté de la presse, puisqu'on a toujours la même loi aujourd'hui, hein, la loi de 1881, qui a été un très grand progrès par rapport à ce qui existait avant. Cela dit, on est dans la dimension politique des choses, on n'est pas dans la dimension économique, et par surcroît, on pourrait dire beaucoup de choses sur chacune de ces réformes, notamment la loi sur les associations qui précède donc de très peu la loi de séparation des églises et de l'État.
est une loi qui a été quand même extrêmement dure contre les congrégations et tout simplement qui n'a pas respecté les catholiques pratiquants à ce moment-là, qui a été assez scandaleuse sur ce point, il ne faut pas l'oublier. Si on prend la dimension économique, ce qu'on a voulu montrer, c'est qu'évidemment, on serait très content aujourd'hui d'avoir un État aussi peu interventionniste par rapport à nos critères contemporains. Mais il faut comparer ce qui est comparable. Comparer la France par rapport aux autres pays à l'époque, aux autres grands pays. Certainement, la France devait être plus libérale que l'Allemagne. Bon, on ne traite pas de l'Allemagne dans le pays, mais on n'était pas plus libéraux que l'Angleterre. On était beaucoup moins libéraux que l'Angleterre à ce moment-là. On était moins libéraux que les États-Unis pour l'aspect intérieur, je ne parle pas de l'aspect extérieur du protectionnisme traditionnel aux États-Unis, et on a un État social et un État-providence qui est déjà très développé sous la Troisième République, avec un nombre mais considérable de lois. Et ce que nous expliquons, c'est qu'en réalité, là je pense aussi c'est un apport de cet ouvrage, c'est qu'en réalité l'État français du XIXe siècle, au sens large, pas seulement la Troisième République, c'est la préfiguration de l'Union européenne actuelle. C'est-à-dire, en réalité, on va dire un organisme qui n'a pas beaucoup de moyens financiers, mais qui est un État ou un groupement extrêmement interventionniste. C'est-à-dire, c'est un État, ce qu'on a appelé un État de normes. L'État, évidemment, ça ne coûte pas cher de faire des normes. Paul Leroy-Beaulieu le disait à l'époque. Oui, c'est très simple de faire des normes. Faire des lois, c'est très facile. Et surtout quand on n'a pas les moyens de faire autre chose. Et effectivement, l'État n'avait pas les moyens d'intervenir dans l'économie de manière massive et directe, mais il avait les moyens de poser des normes. Et on avait quand même déjà, sous la Troisième République, des nationalisations. Alors évidemment, pas des nationalisations comme on a pu le connaître après, mais encore une fois, ce qui est arrivé en 1936, ce qui est arrivé en 1944, tout cela a été anticipé très largement sous la Troisième République, dans des proportions différentes, mais on a déjà les signes avant-coureurs. Et la législation sociale était extrêmement étendue sous la Troisième République. Oui, mais alors justement, et je donne tout de suite la parole à nos amis, mais il y a une contradiction. C'est à cette même époque que l'Allemagne, absolument pas libérale, qui crée un État social, dépasse tout le monde. On est tout à fait d'accord. Oui, mais alors, dans ce cas-là, il valait mieux ne pas être libéral. La question est de savoir derrière quelles sont les marges de liberté que l'État laisse ou ne laisse pas. Voilà. Vous pouvez avoir un État, je dirais, assez déliquescent qui n'intervient pas beaucoup parce qu'il ne peut pas intervenir, et puis vous avez un État qui peut plus encadrer les choses et malgré tout qui laisse des interstices de liberté. Dans mon esprit, mais bon, c'est le méchant libéral qui parle, ça ne se développe pas parce que l'État fait quelque chose, mais parce que l'État réussit à laisser des marges de manœuvre aux individus. Et comme vous l'avez dit, effectivement, on a une industrie française qui a été extrêmement développée et très novatrice sous la Troisième République, avec, je dirais, des inventions françaises ou des développements d'inventions françaises. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il ne faut pas oublier les choses, c'est que les dépenses de l'État, là aussi, n'ont rien à voir avec les nôtres. Il n'y a pas d'impôt sur le revenu en France. Jusqu'à la Première Guerre mondiale. Il n'y a pas d'impôt sur les successions progressives jusqu'au tout début du XXe siècle. Mais on a déjà un impôt sur les successions progressives qui arrive et qui va exploser progressivement. Donc évidemment, vous êtes peut-être contraint sur le plan économique, mais ce que vous gagnez, vous le gardez. Oui. Vous pouvez le transmettre librement à vos enfants. Ce n'est pas du tout la même chose que le régime d'aujourd'hui. Mais je dis encore une fois, il faut comparer ce qui est comparable. Quelle est la situation de la France par rapport à d'autres pays ? Voilà. Et je pense que la meilleure comparaison, c'est pour ça que même si on a pu être critiqué, j'ai encore vu une critique ce matin sur Internet, très intéressante d'ailleurs, on nous a dit c'est bien de faire du droit comparé. Il est dommage que les auteurs aient uniquement fait du droit comparé à l'égard de l'Angleterre et des États-Unis. Bon, peut-être aussi parce que ce sont mes pays de prédilection et que je connais moins d'autres pays, mais aussi parce que ce sont les pays comparables véritablement, surtout l'Angleterre. Je veux dire, quand on compare dans la longue durée, on compare la France à l'Angleterre, et je pense que c'est aussi logique de comparer aux États-Unis compte tenu des liens qu'on a avec ce pays et surtout des liens institutionnels et constitutionnels. Et d'ailleurs, vous dites qu'ils finissent par se rejoindre, l'Angleterre et la France au XXe siècle finissent pour leur malheur, par se retrouver sur un certain nombre. L'Angleterre nous dépasse même très largement. Et ce n'est peut-être pas fini très largement. Quand il y aura M. Corbyn au pouvoir. Bon, mais enfin, donc, monsieur Maître. Je voudrais émettre une petite objection à mon ami Feldman, une objection catholique. Je m'en doutais. Pas une objection gallicane, car tout ce que vous dites sur le gallicanisme, je suis parfaitement d'accord.
Donc ce sera une objection ultramontaine, si vous permettez. Parce que les premiers penseurs libéraux, à mon avis, on les trouve chez les derniers scolastiques, c'est-à-dire dans un pays catholique comme l'Espagne. Les premiers espaces de liberté économique où il y a eu des foires, le marché, on les trouve dans le nord de l'Italie, à Liège, en Belgique, dans un tas d'endroits qui n'étaient pas spécifiquement protestants. Au contraire, Adam Smith explique d'ailleurs que dans les pays calvinistes, il n'y avait pas tellement de développement économique au début. Donc je trouve que vous... c'est la seule objection que je ferai. Je n'ai pas encore lu votre livre et je vais y plonger. Mais il me semble que vous tombez dans le défaut de Alain Perfit, justement, le grand Alain Perfit, et qui a consisté à croire qu'il y avait une fatalité religieuse et que dès l'instant où on n'était pas protestant, on ne pouvait pas faire de libéralisme. Et ça, je crois que c'est une erreur, même si c'était commis par Alain Perfit, parce qu'il me semble qu'il y a de multiples exemples anciens et récents, comme l'encyclique Centesimus Annus de Jean-Paul II. Vous avez parlé de Léon XIII, tout à fait d'accord, et un certain nombre de textes de l'Église qui ne sont certes pas français, vous avez bien raison sur le gallicanisme, mais qui quand même infirment un peu cette théorie qu'il faut être protestant pour faire du capitalisme libéral. Voilà l'objection que je voulais vous formuler, cher ami. Mon cher confrère et néanmoins camarade, je vais tout de suite vous rassurer, nous ne défendons absolument pas cette thèse dans l'ouvrage, absolument pas cette thèse. Et Alain Perfit, je le disais, a eu une interprétation très superficielle de Max Weber, en nous disant, dans cet ouvrage du début du XXe siècle, l'esprit du protestantisme et le capitalisme, que Weber aurait mécaniquement considéré que le protestantisme menait au développement capitaliste, ce que n'a jamais dit Weber. Et d'ailleurs, il dit exactement le contraire, puisque 3 fois dans cet ouvrage, il dit bien qu'il n'y a pas de correspondance mécanique entre les idées d'une certaine secte ou de certaines sectes protestantes et le développement du capitalisme. Bon. Alain Perfit, lui, a cru le contraire. C'est une interprétation courante de Weber, tout simplement parce qu'il n'avait pas lu Weber, parce qu'il suffit de lire l'ouvrage et de lire, je dirais, 5 pages de l'ouvrage pour comprendre le contraire, puisque Weber le dit au début de l'ouvrage, il le dit au milieu de l'ouvrage, il le dit à la fin de l'ouvrage. Et vous le redites dans votre livre. Et on le redit dans le livre. Alors, Alain Perfit a quand même révisé ses idées plus tard. Et lorsqu'il a fait une soutenance de sa thèse sur la confiance, autour de la notion de confiance, il a bien indiqué qu'il avait fait une erreur sur ce point. Je ne suis pas sûr qu'il ait totalement compris Weber d'ailleurs, mais bon, peu importe. Tu parles de quadragésimaux oui. anneaux, il fait un peu une révision comme vous dites. Oui. Cela dit, je dirais qu'il y a un bon moyen d'infirmer la thèse selon laquelle catholicisme égale absence de développement et protestantisme égale développement mécanique, c'est tout simplement de se référer aux thèses bien connues de Karl Popper. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on indique que tous les signes sont blancs mais qu'on trouve un signe noir, ça veut dire que la thèse est fausse. Bon. Donc, il est extrêmement clair dans les thèses sur le développement qui sont extrêmement importantes dans certaines universités américaines, que certaines régions catholiques dans les mêmes pays se sont plus développées que les régions protestantes, et certains pays catholiques se sont plus développés que certains pays protestants. Donc ça, on ne dit pas absolument pas le contraire sur ce point. On dit simplement, on se demande simplement si le fait que la France ait été catholique n'a pas été un facteur d'antilibéralisme. Voilà. Et je ne dis pas qu'on réponde de manière abrupte à cette question, vous verrez qu'on y répond de manière très nuancée. Je vous en prie. Ah pardon, excusez-moi. Pardon, Fred Artelion. Oui. Je voudrais savoir si vous ne croyez pas que ce dont nous souffrons aujourd'hui est en partie dû au programme du CNR de 1943, où les Alliés étaient à la fois le général de Gaulle, les socialistes et les communistes, qui nous ont donné ce que nous connaissons aujourd'hui, à savoir les nationalisations, dont certaines
sont encore en vigueur. Le statut des fonctionnaires que l'on n'a pas voulu modifier, et nous vivons encore de cela. Et est-ce que ce n'est pas de là qu'est parti ce dont nous souffrons aujourd'hui? Alors, ce que nous montrons dans l'ouvrage, là encore, c'est la longue durée, c'est-à-dire que le CNR n'arrive pas comme un cheveu sur la soupe sous la Deuxième Guerre mondiale. Qu'il y a eu, encore une fois, une longue histoire de France avant, que le Front populaire lui-même n'arrive pas par hasard, car la plupart des réformes du Front populaire ont été anticipées par la droite et par le centre précédemment. Et d'ailleurs, certaines réformes du Front populaire, on ne le sait pas, ont été votées à l'unanimité par la Chambre des députés. Et il n'y avait pas que des socialistes à la Chambre des députés, je le rappelle. Ce que nous montrons ensuite, c'est la continuité, c'est d'ailleurs le fil conducteur de l'ouvrage, la continuité d'Histoire de France, la continuité entre la période antérieure au gouvernement de Vichy et le gouvernement de Vichy, la continuité entre le gouvernement de Vichy et le CNR, et la continuité entre le CNR et les réformes qui ont suivi immédiatement la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Mais encore une fois, le CNR m'apparaît un élément extrêmement important pour expliquer nos difficultés actuelles. D'ailleurs, il y a relativement peu de personnes pour dire qu'il faut revenir sur les réformes du CNR. Je crois que j'ai vu des hommes de droite encore très récemment pour nous dire combien le programme du CNR était important, mais je ne les citerai pas, cela va de soi. Il y a relativement peu de personnes pour dire que le CNR a été une catastrophe pour la France. Je crois me souvenir, vous trouverez sur Internet, un article de Denis Kessler sur le sujet en disant qu'il faut revenir sur toutes les réformes du CNR. Effectivement, mais encore une fois, il faut bien comprendre que le CNR, c'est-à-dire des réformes catastrophiques pour le pays, a construit un programme, mais qui n'est pas arrivé comme cela, qui correspondait tout simplement à l'ère du temps et qui a maturé pendant un nombre de décennies tout à fait considérable. Je vous en prie. Oui, alors moi une question beaucoup plus terre à terre. Je suis absolument d'accord et convaincu de votre démonstration, mais il y a deux verbes dans votre livre. Il y a transformer et en finir. Et là, je ne les ai pas vraiment vus. Donc, comment transformer la France pour en faire un pays libéral et en finir avec le socialisme en France? C'est une très bonne question. Alors, on me posait la question tout à l'heure de savoir comment l'ouvrage a été construit. Donc, ce n'est pas l'éditeur qui a fait l'ouvrage en lui-même ou qui a choisi des chapitres. Absolument pas. C'est nous qui avons synthétisé, je dirais, un manuscrit. L'éditeur n'est absolument pas intervenu sur ce point. On avait simplement, ce qui est normal, des contraintes en termes de volume. Bon, c'est ainsi. On a réussi quand même à sauvegarder des notes pour montrer qu'on avait quand même lu 2-3 ouvrages avant de rédiger le texte. Le titre, en revanche, est un titre de l'éditeur. D'accord. Ah, Voilà. oui. Très bien, c'est très important de le préciser. Très Voilà. important de le préciser en Et effet. je ne vous cache pas que j'en suis navré, car je ne le souhaitais pas. Mais bon, c'est comme ça. On a été édité par un grand éditeur et il a choisi le titre. Voilà. Non, je connais. Très bien. Donc effectivement, si vous pensez que vous allez trouver la question de savoir comment on va transformer la France, en dehors du fait d'ailleurs qu'il y a des centaines d'ouvrages qui sont publiés chaque année sur le sujet, et que je pense qu'il y a beaucoup de libéraux qui ont aussi écrit des choses excellentes sur le sujet, vous ne trouverez rien à cet égard dans cet ouvrage. Car en réalité, ce qu'il faut retenir du titre et du sous-titre, c'est en fait 1000 ans de mal français. Voilà. C'est ça le... Non, mais donc, Mais vous avez quand même, d'ailleurs, vous l'avez indiqué tout à l'heure, qu'il y a quand même un esprit, et vous avez évoqué les différences entre l'Angleterre et la France, et qui tiennent à une sorte d'état d'esprit national. Et c'est quelqu'un, je crois, que vous n'avez pas cité dans votre exposé, mais qui tient une très grande place dans le livre, qui est Cobden. Et donc la volonté populaire en Grande-Bretagne au XIXe siècle d'avoir des lois qui abolissent des droits protectionnistes en quelque sorte, alors qu'en France, c'est une réflexion qui se fait par l'État. Et donc la transformation ne peut pas du tout être la même et les résultats non plus. Donc c'est un état d'esprit et qui rejoint aussi le fait qu'à l'heure actuelle, enfin, vous l'avez signalé, bon, nous avons certainement d'excellents auteurs, mais il n'y a pas
l'équivalent de certains auteurs libéraux, comme il y en a eu aux États-Unis jusque récemment, quoi qu'on pense, qu'on puisse critiquer sur certains points, mais quelqu'un comme Milton Friedman a certainement fait changer beaucoup de choses dans l'Amérique de la deuxième moitié du XXe siècle. Juste un mot sur ce point, c'est effectivement important. Alors, je ne peux pas traiter de tout. Je vous renvoie à ce que j'ai pu publier sur le sujet, parce que j'ai fait des conférences, notamment au Panthéon, sur la comparaison entre la libéralisation en Angleterre et en France au milieu du XIXe siècle, la libéralisation du commerce extérieur. Et effectivement, il y a une différence abyssale entre l'Angleterre et la France. C'est qu'en Angleterre, le mouvement de libéralisation va commencer, on va dire, doucement au début du XIXe siècle, surtout après les guerres napoléoniennes. Ça va être une libéralisation de l'industrie, tout d'abord, puisque l'Angleterre va énormément libéraliser l'industrie entre, on va dire, 1820 et 1840, à un moment où on reste en France à avoir des droits protecteurs assez importants. Et on sait que les droits protecteurs en matière agricole étaient très puissants en Angleterre, tout simplement parce que les parlementaires, dans le cadre du suffrage censitaire, c'était des propriétaires terriens. Non seulement à la Chambre des Lords, ce qui va de soi, mais également à la Chambre des députés, à la Chambre des communes. Et il se trouve qu'il y a eu un véritable mouvement populaire par l'école de Manchester qui a abouti à faire exploser les lois sur les céréales qui remontaient au Moyen-Âge en réalité en Angleterre. Donc là aussi, il y avait une très très longue durée et il y a eu un certain nombre de facteurs, notamment la fameuse famine de la pomme de terre en Irlande, qui ont conduit le Premier ministre Pitt à libéraliser l'économie sur le plan agricole, alors que lui-même était, on peut le dire, libre-échangiste sur le plan industriel, mais n'était guère convaincu par le libre-échange en matière agricole. Il a complètement changé les choses sous la pression populaire qui n'a jamais existé en France. Et au moment, alors quelques années plus tard, on va libéraliser effectivement le commerce extérieur français, mais c'est sous le Second Empire, c'est-à-dire sous un pouvoir autoritaire, sous l'influence de Michel Chevalier, bien connu certes des cercles libéraux, mais qui n'a jamais été libéral, qui est un Saint-Simonien et un partisan du pouvoir autoritaire. D'ailleurs, ça a été un des premiers à aller signer le registre après le coup d'État du 2 décembre de Louis-Napoléon Bonaparte, qu'il a d'ailleurs bien récompensé ensuite. Donc, ce qui s'est fait en Angleterre par un véritable mouvement populaire s'est fait en France par le chef de l'État, contre d'ailleurs les élites françaises, ce qui est quand même assez extraordinaire, c'est-à-dire que c'était un pouvoir autoritaire, mais il devait compter aussi avec les élites françaises qui étaient toutes opposées à la libéralisation de l'économie. C'est souvent le problème des Saint-Simoniens, puisque au fond, même dans un moment Saint-Simonien comme il y en a eu un en 1958 avec le général de Gaulle, il fallait qu'il aille contre le patronat, contre une certaine partie du patronat. Oui, monsieur Lozada peut-être ? Oui, je voudrais évoquer... Alors, on va vous... Non, ça va. C'est bon. J'espère. Je voudrais évoquer un livre que peut-être vous avez lu dans l'ouvrage et qui date de 1950-1955. Il s'appelait « La France à l'heure de son clocher ». Il est mentionné dans votre ouvrage Non, il n'est pas mentionné, mais je l'ai lu. Il a eu beaucoup de succès à l'époque. Il a eu, par exemple, je ne sais plus exactement, mais je l'avais lu moi dans l'Express, enfin, tout le mois, mais je ne sais plus exactement la date de sa parution. Ça m'intéresserait d'ailleurs de le savoir. Oui, ça doit être 1955 à peu près. Vous avez la réponse en quelques minutes, oui. Mais ça m'intéressait de savoir. La France à l'heure de son clocher. On retrouve presque le titre, et vous auriez pu le reprendre, vous êtes tout à côté. Or, quand même, la France n'est plus à l'heure de son clocher. Donc je trouve que ça donne un sentiment d'exagération. Entre parenthèses, il y a eu entre-temps une chose qu'on a appelée les 30 glorieuses. Évidemment, ça aussi, c'est du vocabulaire un peu journalistique, mais enfin quand même, on ne peut plus dire on est la France à l'heure de son clocher. J'avais trop l'impression qu'on trouvait ça dans votre ouvrage, que je n'ai pas lu. Oui, alors effectivement, c'est un ouvrage qui doit être de 1955, donc d'un journaliste étranger très amateur. Voilà, c'est ça, très amateur de la France, et qui est extrêmement sévère sur la France en disant que c'est un pays qui est très arriéré et dont certaines analyses se rapprochent des nôtres, et qui a pu aussi être critiqué, qui a été critiqué notamment par
je dirais presque l'école de Sciences Po, autour de Michel Crozier et d'autres, sur la société bloquée, estimant que cet auteur avait un peu forcé le trait en faisant des Français vraiment presque des arriérés mentaux. Mais il y a des passages intéressant sur cet ouvrage qui reste effectivement d'une assez grande actualité dans beaucoup de ses chapitres et qui est bien écrit en plus. Une autre question. Alors, pardon, excusez-moi. Oui, j'ai beaucoup apprécié votre intervention. Sur l'obésité bureaucratique, est-ce que ça ne tient pas aussi, en comparaison européenne à l'époque, au fait que la France est de très très loin le pays le plus peuplé d'Europe, au moins jusqu'en 1850. Donc, il y aurait un lien mécanique entre le fait qu'il y a une obésité bureaucratique, mais aussi parce que le pays est 3 fois plus peuplé, par exemple, que la Grande-Bretagne. Donc ça, c'est un phénomène qui me paraît peut-être, qui pondère un peu la crudité de votre propos. Et puis, les obsèques de Benjamin Constant, c'est quand même 150 000 personnes dans Paris qui rendent hommage à la penseur libérale. Oui, mais on est en 1830. Oui. Juste après la Révolution, à laquelle Benjamin Constant a apporté une pierre en contribuant à adouber avec Lafayette le nouveau roi, ce qui n'était pas forcément évident à ce moment-là. Pour la question des impôts, évidemment, c'est un point très important. Le poids de l'État, le nombre de fonctionnaires, c'est surtout très important sur les impôts, parce que c'est très compliqué de calculer les choses. D'abord, calculer quel est le pourcentage d'impôts en termes de produit intérieur brut au XVIe siècle, c'est un peu compliqué. Déjà aujourd'hui, les calculs sont un peu compliqués et sont parfois contestés. À l'époque, ça allait beaucoup plus. J'ai rencontré notamment la question de savoir si la France avait des impôts plus élevés que l'Angleterre au XVIIIe siècle. Question qui reste assez indéterminée parce qu'effectivement, on a tendance à raisonner en termes global, et évidemment, comme il y a beaucoup plus de Français que d'Anglais au XVIIIe siècle, on arrive à des impôts largement plus importants. Et donc, on a tendance à considérer que les Anglais étaient beaucoup moins imposés que les Français, ce qui pose aussi des problèmes en termes de développement économique, sur la thèse des institutions institutionnalistes et la thèse du développement économique. Autrement dit, il faut qu'il y ait un État a priori peu important, peu lourd, entre guillemets, pour qu'il y ait un développement économique. Or, il semble qu'en Angleterre, l'État ait été assez important. Et il semble aussi qu'au XVIIIe siècle, les impôts aient été plus élevés en Angleterre qu'en France par tête d'habitant. Parce que, évidemment, mieux vaut raisonner par tête d'habitant à ce moment-là. Alors, ça pose un problème pour les tenants de la thèse institutionnaliste, qui répondent généralement de la manière suivante. Certes, les impôts étaient plus élevés en Angleterre qu'en France, mais la sécurité était largement plus importante qu'en France. Et par surcroît, si le pays était très protectionniste, en réalité, l'État n'intervenait pas dans la chose économique à l'intérieur des frontières. Et il n'y avait pas non plus la question des péages, qui restait très importante en France, puisqu'on était à près de 2000 péages dans les frontières internes françaises, alors qu'il y en avait 0 en Angleterre. Voilà. Alors, pour répondre à votre question, oui, très certainement, il faudrait regarder ce point. Je n'ai pas fait d'études et je suis totalement incompétent en la matière, je ne fais que reprendre les bons auteurs. Voilà. Ce que je constate, c'est que des auteurs aussi peu libéraux que Pierre Chaunu ou Emmanuel Leroy-Ladurie nous disent que dès le Moyen-Âge, les impôts sont beaucoup plus élevés en France que dans le reste de l'Europe, et il y a beaucoup plus de fonctionnaires en France que dans le reste de l'Europe. Ensuite, on pourrait effectivement regarder par rapport à la dimension des pays, etc., etc. Il faut voir aussi que la France, c'est pas la France dans les frontières actuelles pendant très longtemps. La France dans les frontières actuelles, c'est quand même relativement proche. Il faut quand même se projeter, on va dire, à la fin du XVIIe siècle pour avoir la France qui est globalement la même qu'aujourd'hui. Voilà, une autre question. Bien, Jacques. Oui, apporter une précision, vous avez cité Cobden. Oui. Les liens entre Cobden et Frédéric Bastiat. Et, c'est très important. et on trouvera dans le livre, d'ailleurs, les voyages de Cobden en France et son travail missionnaire, car il ne s'est pas limité à l'Angleterre. Alors, je pense que tout le monde aura compris l'exceptionnelle richesse de ce livre, qui fait 295 pages, après
les odieuses coupures auxquelles vous avez dû céder, mais pour lesquelles il y a 60 pages de notes. Donc, énormément d'auteurs viennent à l'appui des thèses roboratives que vous soutenez. Je tiens encore une fois à vous remercier. Je vais céder la parole à Jacques Cohen pour qu'il nous dise quel est le programme des réjouissances à venir, en renouvelant encore une fois mes remerciements pour ce livre et l'exposé que vous en avez fait. C'est très riche et très important que ça existe.